Bonjour, Monsieur Daou, et merci de nous accorder cette interview. Bienvenue au Festival Cinéma Africa 2019. On avait vu votre film hier soir au Cinéplex et on avait déjà discuté un peu sur la question que vous avez développée dans votre film du gars autour de vivre ensemble dans un contexte de crise de valeurs et de confrontation de différentes religions dans votre pays. Donc, pouvez-vous nous décrire la situation burkina contemporaine en ce qui concerne la coexistence des différentes religions et des valeurs en général que vous avez interrogées et questionnées dans votre film? Ok, merci bien. Merci à toute l'université, à tous les organisateurs du festival de m'avoir permis de revenir ici une deuxième fois, parce que j'y étais il y a 10 ans avec un film. Et je suis vraiment heureux d'être là. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, au Burkina, d'où je viens, l'Afrique au sud du Sahara rencontre d'énormes difficultés sécuritaires aujourd'hui, que ce soit au Burkina, une partie du Burkina, le Grand Nord, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger. Il y a une grande crise sécuritaire qui sévit en ce moment dans cette zone-là. Et tous les jours, je prie pour que les choses s'arrêtent et que la vie reprend de façon tout à fait normale. C'est vrai que ce film-là, nous l'avons fait avant que cette situation s'aggrave. Mais nous avons aussi... le film rattrape un peu cette situation. Voilà. C'est vrai qu'il faut dire qu'il y a une dizaine, quinzaine d'années, au Burkina, les gens, les religions vivaient dans une grande symbiose. Je veux dire que dans le quartier où je vis, quand c'est la fête de Tabaski, la fête de Ramadan, les fêtes musulmanes, tous les chrétiens, tous ceux qui vivaient à côté, tous les voisins chrétiens étaient invités à participer à la fête, à faire la fête après la prière. Il en est de même pour les fêtes de Noël et de Pâques. Donc vous voyez, c'était quelque chose d'extraordinaire en ce moment. On pouvait parler de tolérance religieuse. Et malheureusement, cette situation s'est dégradée depuis ces dernières années, ces 3-4 dernières années, la situation s'est véritablement dégradée. Et pourquoi? Parce que moi, j'estime personnellement, comme dans ce film-là, que ce sont de nouveaux prophètes qui sont tapis à l'intérieur de ces religions et qui prônent des messages de psychose, de peur et de haine de l'autre. Et quand il y a la peur, il y a la psychose, il y a la haine, ça nous entraîne directement vers l'abîme. Et l'abîme, c'est quoi? C'est la violence. Et c'est dans cette situation que nous nous retrouvons aujourd'hui, ces 3 pays-là, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Et permettez-moi aujourd'hui d'accuser peut-être les gouvernants, parce que je crois que ces choses-là, les gens ont joué à l'autruche. Ils ont planté leur tête dans le sable, ils ont refusé de regarder les choses arriver. Pourtant, tout le monde voyait dans les différentes prêches qui se passaient, dans certaines mosquées, dans certaines rues, on sentait venir cet intégrisme-là, ce fondamentalisme-là. Et tout le monde a regardé arriver, surtout les gouvernants. Pourquoi? Peut-être parce que c'est pour des causes électorales, avoir quelques bulletins dans l'urne, parce que si tu vas attaquer la population, une certaine frange de la population, celle-ci, lorsqu'il y aura les élections, forcément, ne vont pas mettre leurs documents dans ton urne.
Mais c'est quand même dommage. C'est dommage parce que la situation actuelle, c'est les gouvernements qui prennent ça dans la gueule. Parce que le pays devient de plus en plus ingérable. Tu as le pouvoir, mais tu ne peux pas gérer. Tu fais comment avec? Aujourd'hui, dans mon pays, on parle d'élections en 2020. Il y a une partie du pays qui, je ne sais pas comment on ira faire, les politiques vont y arriver pour faire leur propagande pour être élus. Comment on va mobiliser les populations? Elles ne sont même plus là. Les populations ont quitté, elles sont en ville. Les gens sont devenus des immigrés dans leur propre pays. Et ça, c'est vraiment terrible et terrifiant. Donc, c'est cette situation un peu sombre-là que je peins pour le Burkina, pour une partie du Niger et une partie du Mali. Mais face à ces sujets assez durs et lourds, vous avez quand même une approche très particulière à problématiser cette situation. Je veux dire l'humour et la satire pour parler des sujets assez durs. Par exemple aussi cette intolérance et méfiance qui existe entre les différents adhérents de différentes religions. Donc ce que je trouve très impressionnant dans votre film, c'est la façon dont vous arrivez à traiter des sujets, aussi la mort, la manque de l'humanité d'une manière humoristique, sans trop apparaître comme une sorte de prédicateur moral. Donc je pense que vous avez bien réussi à thématiser ça sans vraiment être trop moral en tant que réalisateur du film. Pouvez-vous élaborer un peu plus sur votre concept de l'utilisation de l'humour comme moyen de traiter des thèmes délicats et lourds? Oui, c'est vrai que moi, depuis mon début dans l'audiovisuel, j'ai toujours utilisé cette démarche-là, cette poésie-là, l'humour et la satire sociale pour dire des choses difficiles, graves souvent. Mais je pense aussi que par l'humour et la satire sociale, on arrive à dire des choses lourdes et sans blesser, sans agresser, sans aller frontalement. Comme vous savez, dans nos pays, souvent, et quand tu vas critiquer le politique, par exemple, tu fais attention parce que si tu vas frontalement, tu vas trouver un mur devant toi. Donc il faut passer surtout par certains labyrinthes qui te permettent de dire les choses. Les gens rigolent, même celui à qui tu t'adresses rigole, mais après il se dit, mais oui, mais il a dit ça, mais finalement il m'a eu quoi, tu vois. Donc du coup, le message passe plus facilement par l'humour et la satire sociale. C'est pourquoi mon réalisateur et moi, qui avons travaillé depuis une quinzaine d'années ensemble, lorsque on a commencé à travailler sur ce projet de film-là, on a dit, c'est vrai, il y a la mort d'un côté, il y a la naissance de l'autre, un bébé qui est jeté, un mort qui n'arrive pas à se faire enterrer. C'est deux récits extrêmement lourds et compliqués, mais il faut que nous travaillions avec cette démarche humoristique-là pour que le message puisse passer, pour que les gens puissent rigoler et qu'en même temps, ça fasse réfléchir les gens. Voilà. Et donc, les thématiques que nous avons abordées, c'est surtout des thématiques sur l'amour, l'amitié, la tolérance, la solidarité, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Voilà. Donc, on a travaillé sur ces deux récits-là, et assez drôle et triste, et nous avons tissé avec les fils, justement, dont je viens de te dire. Voici un peu comment, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Si on regarde votre œuvre tout au long des années de création, il me semble vraiment que c'est l'humour qui est votre approche à digérer le monde et passer les messages. Est-ce que vous diriez que oui, j'ai raison si je dis ça, que c'est une sorte de votre approche personnelle? Oui, c'est mon approche personnelle. Et puis bon, disons que de façon générale, hein, en tout cas en Afrique, au sud du Sahara, en Afrique centrale, partout, les gens, on rit de tout. Hein. On rit de la mort, on rit de tout. Je vous dis un truc, chez nous, par exemple, il y a la parenté à plaisanterie. Entre certaines communautés, ils se moquent les uns des autres, tu vois. C'est pas en termes avec beaucoup d'humour. C'est pas en termes de... c'est pas violent, mais ça peut aller jusqu'à... Je vais vous raconter une histoire. Moi, j'ai un ami qui a perdu son papa, qui est d'Agara. Et lorsque nous sommes allés pour l'enterrement du papa dans son village, on a trouvé un monsieur, l'ami de son papa. La tombe était déjà prête et on a trouvé l'ami de son papa dans la tombe, qui était assis dans la tombe. Donc, quand le cercueil est arrivé, il a dit, bon, écoutez, il faut que vous me donniez un taureau et puis 50 000 francs CFA, l'équivalent d'à peu près 80 €. Sinon, je ne sors pas d'ici, donc votre papa ne pourra pas être enterré. C'est un moment très difficile pour tout le monde, pour la famille. Mais l'autre monsieur, c'est un Sénoufo. Et ce sont deux ethnies qui jouent à la parenté à plaisanterie. Vous voyez, c'est un moment extrêmement lourd, difficile pour les familles. Et même pour son ami qui est venu faire ce jeu-là, il a fait aussi par amitié pour son ami qui est décédé, tu vois. Et c'est quand on a dû amener le taureau et puis les 50 000 francs avant qu'il ne parte, avant qu'il quitte la tombe. Mais après, il a pleuré toute la nuit, quoi, parce que son ami est parti. Donc, vous voyez jusqu'à quel point cette démarche-là, je veux dire, ça aussi c'est teinté d'humour, hein, tu vois, l'acte posé est teinté d'humour. Et jusqu'à quel point cette technique-là, cette méthode-là fonctionne pour la survie même des communautés et partant de la nation entière. Voilà. Et c'est vraiment dommage que, de mon point de vue, que ces éléments-là ont tendance à disparaître dans nos régions. Alors que ce sont des éléments, de mon point de vue, très importants qui pouvaient même contrecarrer des violences comme le fondamentalisme, comme tout ce qui est l'intolérance et tout ça là. Ce sont des éléments qui peuvent, parce que tu peux être chrétien, moi musulman, mais si nous sommes parents à plaisanterie, cet élément-là, hein, ce tissu social-là, qui nous lie là, devait nous permettre d'être ensemble. Hein. Chacun peut pratiquer son truc, mais ça devait être le tissu le plus important qui nous lie pour la vie et puis pour la mort. Merci. En ce qui concerne votre intention aussi du titre que vous avez choisi pour le film, qui symbolique un certain groupe ou d'un certain groupe de société en général. Vous avez montré par exemple beaucoup de comportements qui parlent d'intolérance et tout ça, mais vous avez montré ce que sont en fait les vrais héros dans votre histoire, les charognards.
qui sont des représentants auxquels on n'aurait peut-être pas pensé, qui sont plutôt des, comment je peux dire, celles qui portent les valeurs morales. Donc, quelle a été votre intention derrière le fait que c'était les charognards, les plus pauvres de la société en ville, à représenter les héros et les porteurs de valeurs? Je crois que les charognards, c'est vrai, sont représentés par ce groupe de jeunes-là, voilà, qui vivent ensemble, qui restent ensemble, et quand je prends par exemple des noms, c'est pourquoi nous n'avons pas voulu leur donner des noms à consonance religieuse. Il s'appelle Yang, il s'appelle Jagger, il s'appelle, tu vois, c'est des noms comme ça qui se sont distribués. Tu vois, c'était un peu pour aller au-delà aussi, au-dessus de ce... Même si au départ, Rasmane est musulman, son ami Pierre est chrétien, mais au nom de l'amitié, ce musulman et ces chrétiens vont rester ensemble jusqu'à ce que le cadavre soit enterré. Ils n'abandonnent pas, ils n'abandonnent jamais. Mais je reviens pour dire que en fait, les charognards, c'est un oiseau, c'est une espèce protégée. Et c'est une espèce qui nettoie la ville dans son ensemble. Les pourritures de la ville, c'est le charognard qui les nettoie. Donc, nous, on symbolise les jeunes-là, ces jeunes-là, ce groupe de jeunes-là, par ce nom-là, charognard, parce que lorsque vous regardez même leur décor dans lequel ils évoluent, c'est un décor qui est fait à partir d'objets de récupération, des vieilles barriques, des vieilles tôles, des vieux pneus, mais qu'ils ont transformés pour rendre ça magnifique, beau. Quand vous regardez leur décor, c'est un décor magnifique, excellent. Tu vois. Tout le monde veut arriver dans ce kiosque-là. Et aussi, c'est eux qui aident Rasmane à inhumer son cadavre pour qu'il ne pue pas, pour qu'il ne sente pas. Parce que si le cadavre reste sans rentrée, sans formol, sans chambre froide, c'est clair qu'en 48 heures, ça va puer, tout le monde, personne ne voudra s'approcher. C'est eux qui l'aident à faire cela. C'est eux aussi qui aident, qui récupèrent ce petit et qui le remettent à l'action sociale, qui vont lui donner l'espoir de vie. Voilà. Donc, nous, on a symbolisé ces jeunes-là par ce nom-là, le charognard. On dirait presque que la morale aurait gagné à la fin de votre film Happy End pour tout le monde, mais jusqu'au moment que les deux messieurs qui cherchaient le défunt tout au long du film, qui ont chassé le mort, réapparaissent pour élever que le défunt portait de l'or en lui, qui vise à déterrer le corps pour s'enrichir de son or, qui a été enterré avec lui, avec Pierre. Donc, quelle était votre intention derrière donner cette fin pour le film? C'est vrai que ces deux personnages qui courent derrière le cadavre durant tout le film, qui se font passer par leurs frères et qui manifestent comme s'ils étaient vraiment pas contents du fait que le frère soit mort. En fait, c'est des personnages très cupides, en fait. Tu vois, c'est l'incarnation même de la cupidité aujourd'hui des hommes. Voilà. Les gens, ce qu'ils recherchent, c'est leur intérêt personnel. Ce n'est pas ce qui les lie, ce n'est pas l'amitié, c'est rien du tout. Voilà, ces deux personnages, ils courent derrière le cadavre pour chercher juste un petit morceau de 300 grammes d'or. Le cadavre, ils n'en ont rien à foutre. Voilà. Donc, c'est cela aussi c'est un point important
dans toute la trajectoire du film, depuis le départ, lorsque le chauffeur même accepte d'aller avec le cadavre, et la femme a déjà avancé un peu d'argent, et il ne veut pas partir tant que le monsieur ne lui donne pas le complément de l'argent. Déjà, ça, il y a un problème. Ensuite, le gardien de la morgue qui réclame de l'argent, il dit c'est du matériel de l'État, mais l'État, ce n'est pas lui. Mais les gars, Rasmani dit je vais ramener le brancard dans la soirée. Il réclame quand même de l'argent, sinon il faut décharger. Et tout au long du film, il y a cette course vers l'argent, l'argent, l'argent. Voilà. Et donc c'est vraiment, ces deux personnages-là représentent même la cupidité au plus haut niveau dans nos sociétés aujourd'hui. Et aussi c'est l'incarnation aujourd'hui dans nos zones aurifères, où l'or, il y a au Burkina 15 sociétés minières reconnues légalement. Il y a en plus de ces 15 sociétés minières reconnues légalement, je ne sais pas, près d'une cinquantaine d'exploitations artisanales, où des gens exploitent de façon artisanale et ils utilisent des produits comme le cyanure pour, quand ils broient, ils utilisent des produits comme le cyanure pour soutirer l'or de la pierre. Et ces produits employés, mais forcément nettoyés avec de l'eau, coulent dans les nappes phréatiques. Donc du coup, les cours d'eau sont entamés. C'est la biodiversité qui est en train de foutre le camp de façon globale et naturelle. Et ces gens, justement, ces orpailleurs, ils sont où se trouve l'or, ils iront le chercher. Ils vont creuser à 100 mètres, ils vont prendre creuser comme des rats voleurs, et puis ils vont aller chercher cet or-là. Après, quand ils quittent la zone devient totalement inféconde, inexploitable. Donc ces deux personnages-là, voilà, c'est ça. Et ces chercheurs d'or-là, ils courent comme ces deux personnages partout au pays, au Burkina, au Niger, comme au Mali. Ils sont là. Ils courent. Dès qu'ils apprennent qu'il y a de l'or dans telle ville, ils sont partis en courant. Et ils viennent vraiment, c'est comme la ruée vers l'or. Hein. Tu vois une meute de gens comme ça qui passent en moto, en voiture, ils ont tout débranché, ils ont les matelas et tout, et puis ils sont partis. Donc c'est cette course-là, effrénée aussi, vers le gain qu'incarnent ces deux personnages-là dans le film. D'autres questions, parce que vous avez raconté hier aussi que l'idée pour ce film se base sur une vraie histoire. Mais est-ce que, parce que vous avez aussi été témoin de cette situation, vous avez dit, c'est vrai, et vous avez vécu. Donc, mais est-ce que cette situation a aussi été digérée avec de l'humour à cette époque-là, ou c'était plutôt autre chose? Non, c'était plutôt triste, très triste même d'ailleurs. Oui, parce que ça n'a pas été facile. Et ce sont des jeunes justement du quartier qui prenaient du thé ensemble, qui ont aidé à enterrer le cadavre. C'était très sérieux, très très sérieux. Et aujourd'hui, l'ami, il est encore choqué par cette situation qui est arrivée, parce qu'il avait des voisins, il comptait sur des gens, et toutes ces personnes se sont, avec son problème, toutes ces personnes sont rétractées, et puis on l'a laissé seul devant sa situation. Et aujourd'hui, il prie, il allait dans une mosquée, il ne va plus dans la mosquée, parce qu'il est dégoûté. Il s'est dit, mais ce n'est pas croyable que je vienne vous demander un service et que vous ne le fassiez pas, et que demain, je vienne me mettre avec vous pour prier Dieu. Mais quel Dieu? Vous parlez de quel Dieu? Tu vois? Il est un peu révolté par rapport à cette situation-là. Je pense que le film, quand on a fait le film, il est venu à la première projection du film, il a regardé le film avec nous.
Et que le film commence à en fait, l'humour et la satire sociale, là, ça commence à le faire revenir tout à fait à la normale, à commencer à rigoler un peu, à dire, bon, voilà, c'est le monde qui est comme ça finalement et tout. Mais je pense que ça le ramène à un niveau normal, quoi. Voilà. Donc vous voulez dire que ça lui a aussi un peu aidé en regardant le film et revivre cette situation qu'il était dedans l'autre jour, lui a aussi aidé Oui, c'est ça, ça l'aide à redevenir tout à fait normal. Il y a un terme là, j'ai oublié, comment on dit ça, quelqu'un qui était dans une situation qui avait, par un choc quelconque là, qui revient à la normale. Il y a un terme simple en français. Comme synonyme, ça peut se rétablir ou bien revenir à la morale. Il y a un équivalent, sinon j'ai oublié. Ça vient, ça parle, c'est pas grave. C'est intéressant que... c'est pas défoulé, non, c'est plutôt... le français est dur, hein. Ça vient, bon, c'est pas grave, ça va venir. Une autre question, j'ai lu que vous avez co-réalisé le film avec Eric Lengani. Oui. C'est un réalisateur très jeune, c'est ça? Donc deux réalisateurs et deux générations de cinéastes. Oui. Ainsi que deux époques qui se réunissent dans la production et dans votre film. Et comment ce fait a influencé votre travail? Bon, disons que Eric et moi, nous avons travaillé depuis une quinzaine d'années ensemble. Hein. J'étais réalisateur de l'émission Humour Satire de la télévision nationale qui s'appelait Vis-à-vis. Et il est venu avec moi en ce moment, il était mon assistant depuis ce moment. Donc on a travaillé sur Vis-à-vis, on a travaillé après sur une autre série qui s'appelle Quand les éléphants se battent. On a travaillé sur Une femme pas comme les autres. Voilà, c'est pas mal sur du documentaire, c'est de la pub et tout. Donc voilà, c'est un jeune qui m'a suivi et qui s'est formé derrière moi. Voilà, ils étaient 3 ou 4, mais il est resté vraiment avec moi jusqu'à partir après travailler en Côte d'Ivoire avec des célèbres comédiens aussi, comme Michel Gou, que les gens de l'Afrique connaissent très bien. Voilà, donc quand on a commencé à écrire cette histoire, il était là, j'ai raconté l'histoire. Et quand mon ami m'a raconté, ça l'a plu. Donc on a commencé à poser les bases du scénario ensemble. Après, on a travaillé avec un ami, Guy Désiré Amego, qui fait partie aussi de l'équipe de Vis-à-vis, parce que cette équipe, elle était assez forte quand même pour développer rapidement les scénarios pour qu'on puisse tourner, parce qu'il fallait donner une émission par semaine. Donc c'était très difficile, très compliqué. Et donc ça, Guy aussi a senti, donc il a écrit tout de suite. Maintenant, pour la mise en œuvre, c'est vrai que nous avons trouvé de l'argent assez rapidement, parce qu'il y a eu un appel à projet du ministère de la Culture du gouvernement du Burkina pour 2 projets. Donc, nous, on avait fini d'écrire, il y avait déjà une année qu'on travaillait sur le projet, on a déposé, et puis c'est passé. Alors, c'est passé, le FESPACO qui est en mars 2019, qui devait se tenir en mars 2019, et le projet est passé en juin 2019. Non, juin 2018. Alors, cet argent qu'on a eu du ministère de la Culture et du gouvernement du Burkina, dans le contrat, il était stipulé qu'il fallait que le film soit prêt pour venir au FESPACO. Donc, vous voyez, la charge de travail qu'il fallait mettre en place pour pouvoir venir avec le film. Voilà. Passer un film comme ça, il faut une année tranquille, quoi. Et là, on avait 6 mois, quoi.
On avait 6 mois. Donc du coup, je me suis dit, si je pars sur la réalisation tout seul, ça risque d'être très très compliqué. Je vais arriver mais totalement à genoux, quoi. Donc je me suis dit, ok, je veux co-réaliser. Parce que co-réaliser, c'est impliquer beaucoup plus l'autre aussi dans la mise en œuvre. Mais comme nous nous connaissons suffisamment bien, on s'est réparti les tâches. Moi, je me suis occupé de la partie artistique, le travail avec les acteurs, la mise en scène avec les acteurs, le discours avec les acteurs pour qu'ils comprennent bien le projet, pour qu'ils comprennent les personnages, pour qu'ils découvrent leurs personnages, pour qu'on puisse avancer très très rapidement. Et Eric, lui, s'est occupé plutôt de la partie technique avec tous les techniciens. Tous les techniciens, le matériel, quel type de matériel il veut, quel type de mise en scène je dois faire et comment on va disposer la machinerie, les grues, etc., etc. Et puis aussi aider aussi la production à avoir rapidement les contacts, avoir les décors, aider tous les techniciens à aller vite. Parce qu'il a travaillé sur des séries, donc il a une réactivité. Il réagit très très vite par rapport à pas mal de choses, de secteurs. Donc voici un peu comment on a travaillé. Et puis, donc chacun était dans son coin. Mais en même temps, chaque soir, lorsqu'on tournait, chaque soir, on se retrouvait pendant 1 heure pour faire un peu le point. Et puis on échangeait. Et puis après, le matin, chacun s'occupe de son truc. Voici comment on a travaillé. Et puis après, moi, je me suis occupé de la post-production avec le monteur, toute la post-production, je me suis occupé de ça parce que dans le montage aussi, c'est une autre approche artistique, c'est vrai. 2 cerveaux ne peuvent pas être en train... C'est vrai, le monteur, déjà, il a sa vision, le réalisateur aussi a sa vision, mais il a préféré que je sois seul à conduire la post-production. Et donc, nous avons travaillé comme ça. Et moi, j'aime bien travailler de cette manière. Voilà, j'aime bien parce que je pense que il faut accepter aussi en tant qu'ancien, et plus ancien que, en tout cas, il y a des plus anciens que moi aussi au Burkina, toujours, de transmettre le témoin. Voilà, il ne faut pas jeter le témoin. Si tu jettes le témoin, le temps que l'autre se court pour le ramasser, les gens sont partis. Il faut accepter de transmettre de façon franche et sincère. Et c'est ce que moi je fais depuis vis-à-vis. Depuis vis-à-vis, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus, qui se sont formés sur le terrain avec moi. Et aujourd'hui, qui fonctionnent seuls, qui peuvent tenir un court-métrage, qui peut tenir un long-métrage, qui peut être assistant partout. La preuve, c'est qu'Eric est actuellement à Dakar, il travaille avec une structure française, France Télévisions, sur une série 4 x 52 minutes. Donc ça veut dire qu'on a formé aussi les gens. L'esprit de vis-à-vis aussi au départ, c'était de former les jeunes parce qu'il n'y a plus d'école de cinéma. On avait formé l'école, nous sommes... notre école était la dernière à être formée. Donc on a passé au moins 10 ans, 15 ans sans école, sans centre de formation. Donc le fait de tourner tous les mois, on formait de façon progressive également les jeunes à avoir la discipline du métier. Parce que c'est ça qui est important, avoir la discipline du métier, n'est pas... Parce que filmer, c'est avoir... s'il y a des règles dedans. Voilà, il ne faut pas juste venir prendre une caméra et puis aller torcher et puis dire voici un film, quoi. Voilà. Merci. Ça sonne d'une très belle symbiose des deux réalisateurs, comme vous le décrivez, avec ce projet. Vous avez aussi dit que Duga est un vrai film africain, hier. C'est ça? Oui, je l'ai dit. Qu'est-ce que ça signifie pour vous personnellement? Je l'ai dit déjà parce que j'ai tourné avec 99% de techniciens du Burkina. Ça, c'est déjà quelque chose. Je crois qu'il faut aussi, chez nous, il faut magnifier, il faut
les compétences qui existent sur place là. Il faut travailler avec. Parce que si on ne travaille pas avec, ils ne vont pas se bonifier. Voilà. Je ne veux pas être... En fait, je ne veux pas dire non, on ne doit pas prendre des techniciens ailleurs. Non. Mais tant qu'il y a sur place, pourquoi on ne travaille pas avec ces gens? Pourquoi? Voilà. Ils vont faire des petites erreurs, mais c'est comme ça que ça va se construire. Voilà. En plus de ça, oui, il y a un discours, il y a toute une démarche. J'ai pris le temps de faire mes plans comme je veux. C'est-à-dire, je respectais la courbe du soleil. Je n'ai pas voulu faire un film d'action pour faire... Non, j'ai fait un film où il y a un parcours, où il y a des silences, où il y a des moments où ça doit bouger, ça bouge, où je laisse les gens vivre devant l'objectif de la caméra. Voilà, c'est ce que je voulais faire, voilà, avec les acteurs. Je voulais qu'ils comprennent ça, je pense qu'ils ont compris. Voilà. Je ne voulais pas qu'ils jouent, je ne voulais pas d'acteurs qui jouent, je voulais que l'acteur soit. Voilà. Et c'est ça, c'est pourquoi je dis, oui, je fais un film. Je déteste quand l'acteur joue, ça n'a pas de sens, on ne doit pas jouer, on doit être. Voilà. Et je pense que ça, si on arrive à faire ça, on raconte l'histoire, une vraie histoire, voilà. Merci. Et comment a ce film été reçu au Burkina et quel était le voyage que votre film, après la première projection, a fait jusqu'au moment? Parce que vous êtes aussi, comme vous l'avez dit, en train de faire tour de l'Allemagne, mais peut-être vous pouvez, pour terminer, peindre un peu le voyage que le film a fait depuis et les réactions. Oui, le film, il est sorti d'abord au FESPACO 2019 en mars. C'était la première. Et il a été primé 2 fois, le prix de l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, et le prix Signis à Ouagadougou. Ensuite, j'ai eu la chance d'aller en avril 2019 en France, à Angers, et au Festival du film africain, où il a obtenu le prix du public également. Après Angers, il est sorti aussi, encore en France, hein, il est sorti en Suisse, il est sorti à Besançon, il est sorti dans pas mal de festivals. Et ensuite, moi, je suis parti au Mali avec le film. Il est sorti en salle au Mali, à Ségou et à Bamako. Là, nous préparons une sortie pour la Côte d'Ivoire, je crois au début janvier, là, et au Burkina en même temps. Et puis, dès que je rentre là à l'université, à Bobo, la deuxième ville, le film va sortir là-bas. Voilà. Et aussi, ce que nous comptons faire, c'est vraiment le voir sortir en projection publique dans les régions du Burkina, avec des jeunes qui seront là, avec un certain nombre de responsables coutumiers et religieux, après le film, qu'il y a des échanges, des débats et tout ça. Voilà, je pense que ça peut porter quelque chose à la communauté, quoi. Parce que quand on fait un film, c'est pour ça aussi. C'est parfois aussi, après la projection, dans les discussions, que le film continue à vivre dans les têtes des gens. Est-ce que vous avez été surprise ou déçue ou satisfait des réactions des gens que peut-être aussi les plus proches ou les plus importants qui ont vu le film? Non, pas parce que je vais plutôt content et fier de ce que les différentes interventions apportent, hein, au film. Hein. Quand on fait un film, c'est pour ça aussi. Hein, il y en a qui
qui comprennent des choses, il y en a qui ne comprennent pas, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. C'est tout à fait normal et logique. Mais moi, je suis vraiment content lorsque le film passe et que toutes les réactions qui sont là, je pense qu'elles sont les bienvenues. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il y a toujours de très bonnes réactions quand le film sort. Je pense aussi. Et surtout, j'ai aussi eu cette impression hier dans la salle et après les réactions des gens qui sont dirigés vers nous, qu'ils ont beaucoup aimé le film. Okay. C'est beaucoup plus aussi au public ici à Bayreuth. Okay. Ok, merci beaucoup. Merci. Et, Merci. Oui, j'espère que nous allons nous voir encore pour d'autres invitations et avec d'autres films dans le futur ici à Bayreuth. Ah, ben. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous aussi. Allez, vive le festival.